Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais surtout on va consacrer notre émission sur Pâques et les célébrations de l'Égypte de la fête pharaonique de Cham el-Nessim. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, Pâques et Cham el-Nessim, on va en parler en détail, mais en tant qu'égyptologue, vous allez nous expliquer tout à l'heure quelle est la différence et quelle est la relation entre Pâques et Cham el-Nessim. Entendu. Tout d'abord, on va commencer par la situation de Covid-19 ici en Égypte actuellement. Et là, c'est le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui s'est enquis des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie du coronavirus, à savoir la fourniture de tous les médicaments, les équipements nécessaires et le stock d'oxygène médical, notamment dans les gouvernorats de la Haute-Égypte, et ce, témoignant d'une hausse du nombre de contaminations. Le Premier ministre a réitéré l'importance d'appliquer fermement les mesures préventives, notamment dans les lieux publics tels que les centres de commerce, les restaurants et cafés, relevant la nécessité de poursuivre la fermeture des parcs et jardins pendant les congés des fêtes de Pâques. Je vous laisse avec ce reportage signé Seydi Hamed et Yara. Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est enquis des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie du coronavirus, à savoir la fourniture de tous les médicaments, les équipements nécessaires et le stock d'oxygène médical, notamment dans les gouvernorats de Haute-Égypte, et ce témoignant d'une hausse du nombre de contaminations. Dr Madbouli a réitéré l'importance d'appliquer fermement les mesures préventives, notamment dans les lieux publics tels que les centres de commerce, les restaurants et cafés, relevant la nécessité de poursuivre la fermeture des parcs et jardins pendant les congés des fêtes de Pâques. Le Premier ministre a rappelé l'importance de porter le masque et d'éviter les rassemblements afin d'endiguer la propagation de la pandémie et de contrôler la hausse des contaminations. D'autre part, les forces armées ont déployé des efforts considérables en vue de protéger les citoyens déferlant vers les églises pour assister à la messe. Des opérations de stérilisation et de désinfection ont été effectuées à la cathédrale Saint-Marc de Abbasiyya ainsi que les églises des quartiers de Chobra et de Zaytoun. Il en est de même pour la basilique d'Héliopolis, l'église protestante à la rue Beyrouth. Et le porte-parole des forces armées a souligné que ces travaux de désinfection et de stérilisation visent avant tout à garantir que les citoyens sont préservés contre le coronavirus, notamment en cette période de fête. De son côté, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saïd El-Kousseir, a ordonné la fermeture des eaux, des jardins et des parcs dans les gouvernorats pendant la fête de Cham el-Nessim pour prévenir la propagation. Ceci s'inscrit dans le cadre des décisions du Conseil des ministres exigeant de prendre toutes les mesures de prévention pour empêcher la propagation du virus et préserver la santé et la sécurité des citoyens, selon un communiqué publié samedi par le ministère. Et comme je viens de dire, l'Égypte célèbre actuellement Pâques et orthodoxe, bien sûr, ainsi que Cham el-Nessim. Et à cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé hier ses vœux au pape Tewodros II, le pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, à l'occasion de la fête de Pâques. Le chef de l'État a souligné les liens positifs et sacrés, ainsi que les sentiments nécessaires entre musulmans et chrétiens, invoquant Dieu de préserver l'Égypte et de protéger son peuple, aspirant au bien, à la paix et au progrès. Reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé hier ses vœux au pape Tewodros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, à l'occasion de la fête de Pâques.
Le chef de l'État a souligné les liens positifs et sacrés ainsi que les sentiments sincères entre musulmans et chrétiens, invoquant Dieu de préserver l'Égypte et de protéger son peuple, aspirant au bien, à la paix et au progrès. Le chef de l'État a par ailleurs envoyé une dépêche de vœux aux chrétiens d'Égypte vivant à l'étranger, aspirant à les voir réaliser davantage de prospérité et de progrès. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, avait présidé samedi la messe de Pâques à la cathédrale Saint-Marc du Caire. Des mesures préventives ont été déployées dans toutes les églises coptes pour éviter la propagation du coronavirus. La messe de Pâques a été célébrée à huis clos par souci de santé de tous et en raison des circonstances dictées par la pandémie de coronavirus à l'échelle mondiale. Le président de la communauté évangélique, le pasteur Andrea Zaki, avait donné des consignes de célébrer à huis clos la messe de Pâques qui a été retransmise à la télévision pour que les fidèles puissent la suivre à domicile, a déclaré le coordinateur du service de presse de la célébration pascale. Voilà, c'est notre jour, c'est notre fête, c'est Cham el-Nessim, et voilà, tous les Égyptiens le célèbrent, c'est Cham el-Nessim ou ce qu'on appelle la fête du printemps, considérée comme un don de l'Égypte, berceau des civilisations et des religions, aux différents peuples du monde, anciens et modernes. Les coutumes, les traditions sociales et les rituels de cette célébration remontent à des époques lointaines de l'histoire de l'Égypte. Regardons ce reportage. Les Égyptiens célèbrent ce lundi la fête du printemps ou Cham el-Nessim, le lendemain de la célébration des Pâques, conformément au calendrier de l'église copte. Cham el-Nessim est la plus ancienne fête populaire connue par les Égyptiens depuis plus de 5000 ans. À l'époque des pharaons, on fêtait cet événement le jour de l'équinoxe de printemps, car on pensait que ce jour marquait le commencement de la création. Les pharaons appellèrent cette fête Chamus, on lui ajoute le mot Nessim afin de mettre l'accent sur la beauté du climat. Ce jour-là, les familles égyptiennes sortent dès les premiers rayons du soleil dans les jardins et les parcs pour célébrer l'arrivée du printemps. Les anciens Égyptiens célébraient cet événement par une grande cérémonie officielle. Ils se réunirent devant la façade nord des pyramides afin de voir le coucher du soleil. Les Égyptiens célèbrent Cham el-Nessim via l'organisation d'une fête populaire à laquelle toutes les classes sociales confondues participaient. Les familles égyptiennes sortent dès le premier rayon du soleil dans les jardins. Les coutumes liées à cette fête consistent à servir une série des plats traditionnels, y compris les œufs, le poisson salé séché au soleil, la laitue, l'oignon vert et la malane. Les œufs symbolisent chez les anciens Égyptiens la création de la vie d'un objet inanimé. Les anciens Égyptiens ont inscrit le rêve sur les œufs et les suspendre sur les branches des arbres dans les jardins afin qu'ils reçoivent les bénédictions du Dieu lors de son apparition. Ces décorations ont été évoluées à travers les époques pour devenir de la coloration des œufs. L'oignon devint l'un des plats traditionnels de Cham el-Nessim à l'époque de la 6e dynastie, où il fut lié au désir de vaincre la mort et de surmonter la maladie. La laitue constitue l'une des plantes préférées qui annonce le début du printemps. Le fessir ou le poisson salé fut apparu parmi les plats traditionnels de Cham el-Nessim à l'époque de la 5e dynastie. Les coutumes et les traditions de cette célébration n'avaient pas été changées depuis l'époque des pharaons et jusqu'à nos jours. Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue. Tout d'abord, bonne fête. À l'occasion de Cham el-Nessim, c'est la fête du printemps, et à l'occasion de Pâques orthodoxes. Là, ma première question, quelle est la relation entre Pâques orthodoxes et Cham el-Nessim qu'on célèbre toutes les années ensemble? Toujours Pâques, c'est dimanche, le lendemain, lundi, c'est Cham el-Nessim. Alors, quelle est la relation? Exactement. Tout d'abord, joyeux Pâques à tout le monde, joyeux Cham el-Nessim à tous les Égyptiens. J'aimerais bien vous expliquer que Pâques, c'est une fête religieuse, chrétienne, orthodoxe, qui dépend de notre calendrier égyptien orthodoxe. Et c'est toute une histoire avec un décalage entre le calendrier grégorien et julien. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre Pâques catholique
occidental et le Pâques oriental, notamment égyptien. Donc tout d'abord, joyeux Pâques à tous nos amis chrétiens, à tous les orthodoxes dans le monde entier. Savez-vous que nous ne sommes pas seulement les seuls orthodoxes dans le monde, il y a aussi les Éthiopiens orthodoxes, il y a les Russes orthodoxes et les Grecs orthodoxes. Donc le pape égyptien, c'est le pape copte si vous voulez, mais en même temps il embrasse l'orthodoxie dans le monde. Tandis que Cham-el-Nissim, c'est une fête populaire égyptienne, très ancienne, qui date de 2700 avant Jésus-Christ. C'est une fête de l'Égypte ancienne qui nous touche tous, qu'on soit juifs, chrétiens, musulmans, nous sommes égyptiens, donc avant tout. Cette fête populaire fut datée par rapport à l'équinoxe du printemps. Donc c'est ce qui émane la création, c'est pas la création mais le renouvellement du monde. Donc le printemps pour les anciens Égyptiens fut considéré comme le printemps créateur quelque part. Donc il y a un parallélisme extraordinaire, il y a une analogie extraordinaire entre les saisons, entre l'agriculture, entre les fêtes et entre la mythologie égyptienne dans l'Égypte de l'Antiquité. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler de la fête elle-même, la fête Cham-el-Nissim. Donc le nom Cham-en-Nesem fut un nom très ancien. Ça vient du printemps Shemu. Donc Shemu, en ancien égyptien, veut dire printemps, création des fleurs, création des animaux, de l'être humain, etc. Et dans la mythologie égyptienne ancienne, les anciens Égyptiens avaient cru, et ça coule dans leurs veines pendant 5 millénaires consécutifs, qu'il y avait un dieu, fils du ciel et de la terre, qui se nomme Osiris et qui était persécuté par son frère Seth et qui fut tué, ensuite coupé en morceaux. Et la belle Isis, la dame du Nil, la dame de l'amour, elle a versé de ses larmes pour créer le Nil. Donc grâce aux larmes de l'amour, elle a créé le Nil et ensuite elle a récupéré les morceaux du corps de son bien-aimé, reconstitué pour dire, ben voici, Osiris n'est pas mort, c'est un dieu et il ressuscite. Le jour de la résurrection d'Osiris est le jour de Shemu et le jour de Cham-en-Nesem. Et les Égyptiens avaient l'habitude d'offrir le lotus, encore un autre berceau de création, surtout les hommes à leurs femmes, pour humer le lotus dans ce jour-ci. Et c'est un parallélisme avec un peu comme si on psalmodiait Dieu, comme si on psalmodiait le nom de Dieu. Ben, je crois à la création, je crois au renouvellement. Voici, ça c'est un peu le côté ancien de Cham-el-Nissim. Il y a beaucoup d'autres choses, si vous voulez qu'on ajoute. Ben, j'aimerais bien vous parler des habitudes. Les anciens Égyptiens, nous croyons qu'ils ont mangé uniquement le poisson salé. Donc ils le salaient avec quel sel? Ils le cherchaient dans Wadi Natroun, le nitrate. Donc ils cherchaient aussi le sodium, tout proche de la mer Méditerranée. Et ensuite, ils salaient le poisson, ils le mangeaient avec des oignons. Mais une haute dignitaire, les gens qui avaient les moyens, ils mangeaient les canards confits, ils mangeaient, oui, ils buvaient aussi le vin rouge, ils partageaient le lotus et c'était très festival. Donc c'était une fête de famille, une fête du peuple égyptien. Voilà. Là aujourd'hui, les Égyptiens sortent surtout dans les jardins pour célébrer cette fête. Est-ce qu'à l'époque, il y a 2700 ans avant Jésus-Christ, est-ce que les Égyptiens sortaient aussi se diriger vers les parcs pour célébrer cette fête? Exactement. Très tôt, avec l'aube, les anciens Égyptiens sortaient tout d'abord pour se partager le lotus et
manger et partager ensemble les grains du pois chiche vert, qu'on appelle en Égypte la malana. Et la malana, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, voilà, on a gardé ces traditions. Tout d'abord, il y a des témoins de permanence extraordinaires dans ce peuple égyptien. C'est pas seulement Cham-Nissim, mais on a beaucoup de témoignages de permanence extraordinaires qui nous restent, qui sont ancrés dans nos veines. Entre autres, ce qu'on consomme dans cette saison de printemps. La malana, c'est quoi? C'est le pois chiche vert et qui ressemble beaucoup au bec de Thoth, le dieu Thoth, le dieu du savoir, et le dieu qui est l'emblème aussi du printemps, le dieu Thoth. Donc les Égyptiens se partageaient ce pois chiche vert. Ils mangeaient la laitue, qui est rempli de vitamine E, c'est notre savoir actuellement. On se rend compte de ce que contient la laitue romaine ou la laitue ronde, comme vous préférez. Ils mangeaient aussi des œufs, ils mangeaient du poisson et du canard, comme je viens de vous dire. Et c'était des fêtes, toutes les familles qui se ressemblent, tous les amis qui se ressemblent, ils jouaient ensemble et ils partageaient la résurrection du printemps et la résurrection d'Osiris. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence sur le plan datation. L'Égypte qui a gardé ses témoins de permanence tout au long des millénaires, avec même l'apparition du christianisme, avec un christianisme qui nous a traversé avec son calendrier exceptionnel grégorien, voilà, touché par des datations spéciales. Et quelle coïncidence avec le calendrier civil égyptien ancien, qui se base sur le Nil, sur l'agriculture, etc. C'était d'ailleurs ma question. Est-ce que c'est par coïncidence que Pâques orthodoxe coïncide avec Cham-Nissim toutes les années? Exactement, parce que Pâques orthodoxe se base sur un calendrier égyptien ancien, copte, et agricole, et Cham-Nissim se base sur un calendrier agricole égyptien ancien, qui se base sur le Nil. Donc savez-vous que le Nil débordait le 19 juillet ou le 18 juillet? Donc c'était leur nouvel an. Tandis que le lundi 1er mai, ou dans cette saison-là qu'on appelle le nou-mai actuellement, mais c'était le mois de Thoth, figurez-vous, ce qu'on appelle la saison Shemou, donc le mois de Thoth. Donc c'était l'apparition du printemps et c'était aussi l'apparition des fleurs, de la laitue, de tout ce qui est verdure. Cette fête marquait, à l'époque des pharaons, le début du printemps, comme vous venez de le dire. Pourquoi il y a un décalage en Égypte, puisque le début du printemps aujourd'hui, c'est le 21 mars. Alors, il y a presque un mois et demi, peut-être plus. Comment ça se fait? Oui, ça se fait, c'est-à-dire, vous parlez de 2 ou 3 calendriers qui se mêlent ensemble. Vous parlez à la fois du calendrier julien, donc notre datation européenne qui nous touche tous, janvier, février, mars, avril. Et puis vous parlez aussi en parallèle avec un calendrier avec son décalage copte orthodoxe qui se base sur des mois totalement différentes, des saisons totalement différentes. Et les Égyptiens ne considéraient pas du tout la saison, je vais parler de la saison de mars, 21 mars, comme le printemps, c'était encore la fin de l'hiver. C'était encore la fin de l'hiver. Tandis que leur vrai printemps, c'était Cham-Nissim. Savez-vous que Cham-Nissim peut tomber en avril, peut tomber en mai, peut tomber... Donc ce décalage-là, ça n'a rien à voir avec notre calendrier actuel. Ça fonctionne par rapport au calendrier civil agricole. Comment ça se fait que cette fête qui a été célébrée 2700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire on parle de presque 5000 ans, comment ça se fait qu'avec tous les changements politiques, etc., et les invasions en Égypte, en passant des pharaons vers les Romains, gréco-romains, puis en passant par les Grecs, les chrétiens, les Arabes, etc., on garde toujours les mêmes traditions et la même fête. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de noter, de souligner, parce que ces témoins de permanence, quelque part, nous donnent des, comment dirais-je, ça nous, quelque part, ça nous enchante parce qu'on a gardé
toutes les traditions orales, toutes les traditions écrites sur les papyrus, toutes les traditions qu'on a pu lire sur les parois des temples, même avant de lire, avant Champollion, avant de connaître c'est ça ma question, oui, la connaissance, la science elle-même, c'était dans nos veines. Vous savez, nos grands-parents humaient l'oignon à la place du lotus. Nos arrière-grands-parents, il y avait des offrandes, pas offrandes, mais des cadeaux de bouquets de fleurs. Donc lorsque vous reculez, je vous parle des générations du début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle, les gens avaient plus de traditions là-dessus. Donc ils mangeaient exactement la même chose, ils se comportaient de la même façon, ils portaient les vêtements coloriés, ils sortaient, ils coloriaient les œufs, etc. Donc ces traditions-là sont orales, sont ancrées dans l'Égypte de l'Antiquité et les Égyptiens ont porté tout ça comme symbole d'identité. Donc malgré la traversée des Romains, comme vous avez dit, la traversée des Arabes, parce que les Arabes aussi sont venus avec un calendrier encore différent, le calendrier lunaire. Donc avec le calendrier lunaire, Shamnessim allait avoir un décalage énorme, allait vraiment, comme Ramadan, comme le mois de Ramadan, allait parcourir toute l'année. Et la volonté des Égyptiens, ils ont dit, nous, non, on veut garder la date, la datation de notre calendrier civil agricole, et c'est une formule précise, 7e siècle de notre ère, de protéger même les fêtes populaires égyptiens. Donc tout au long de notre histoire, je crois que le peuple égyptien aime beaucoup les fêtes, a gardé plusieurs fêtes, entre autres Shamnessim. C'est un héritage, on peut dire quand même. C'est un héritage extraordinaire. Oui, de grand-père au père, au fils, et c'est jusqu'à présent. En tant qu'égyptologue, est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce qu'il y a des représentations sur les parois des temples, les murs des tombeaux, etc. Est-ce que cette fête est représentée et comment ? Cette fête est représentée dans beaucoup de tombeaux, des privés, des hauts dignitaires, mais aussi des gens beaucoup plus simples. Vous savez qu'à Deir el-Médine, par exemple, ce site qui s'appelle la vallée des artistes et des artisans, on a noté quand même les familles qui se rassemblent pour manger le poisson ensemble. Le terme chimou, la saison de printemps, est mentionnée plusieurs fois à maintes reprises. Bernard Bruyère avait trouvé une tombe, il y a 4 seulement qui sont ouverts au public, mais si vous parcourez les 400 tombes, il y a quand même beaucoup de documentation sur les fêtes égyptiennes anciennes, entre autres Shamnessim. Il y a les graffitis de Wadi el-Hammamet, aussi les ouvriers quand ils travaillaient dans les mines, dans les carrières, quand la fête arrivait, ils exigeaient leurs vacances pour rentrer dans leur village et pour fêter ceci avec leur famille. Et les anecdotes avec les poissons, les anecdotes avec ce qu'on va manger, les anecdotes aussi familiales entre les gens. Oui, c'est noté sur les papyrus aussi qui sont conservés au musée du Caire et dans les musées du monde entier. On a trouvé pas mal qui nous parlent de cette fête de Shamnessim. Là, il y a des traditions. Actuellement, moi, je ne connais pas quelles étaient les traditions à l'époque des pharaons, mais aujourd'hui, par exemple, on mange des œufs colorés. Oui. Alors, est-ce que ces traditions, avec les poissons salés, bien sûr, tout le monde, c'est-à-dire il y a quelques années, quand on mangeait ce genre de poisson à Shamnessim, avant le coronavirus, bien sûr, on a parlé que les Égyptiens ont dépensé 1 milliard de livres égyptiennes ce jour-ci pour manger les poissons salés. Ah bon. Alors, est-ce que ça existait les poissons salés à l'époque? Est-ce que ça existait les œufs coloriés? Oui, oui. Tout ce que nous mangeons actuellement à Ashraf, entre nous, c'est quand même un héritage extraordinaire. Tout d'abord, l'œuf, c'est le symbole de la création et c'est le symbole du renouvellement. Parce que, et même dans beaucoup de religions, même devant les iconostases de nos églises chrétiennes, il y a les œufs des autruches en ivoire sont suspendus, comme un grand symbole du christianisme, symbole de la création, du renouvellement et la résurrection du Christ. Dans l'Égypte de l'Antiquité, il y a l'œuf cosmique, l'œuf du phénix, l'œuf du bénou.
savez, la légende de la création du monde. Il y avait un animal un peu imaginaire, c'est le bénou, et qui est apparu sur une colline et qui a crié la vie. Donc, qui a prononcé la vie, il a pondu un œuf. Donc, l'œuf, c'est la création du monde. Et ensuite, le monde a existé. C'est-à-dire, l'œuf a fait éclos, et puis le monde est sorti de cet œuf. C'est une des légendes de nos écoles cosmogoniques égyptiennes, surtout d'Hermopolis. Donc chez Thoth et compagnie. Donc si vous voulez, la création du monde quand même issue de l'idée de l'œuf cosmique. Et l'œuf est un symbole dans beaucoup d'autres religions de renouvellement, de création, d'une nouvelle vie. Colorié, pourquoi? Parce que c'est la gaieté, parce que c'est le printemps, parce que c'est les fleurs, c'est les couleurs. Toujours les couleurs, voilà, sont accordées à la gaieté, à l'amour, à la joie, etc. Est-ce qu'on coloriait à l'époque des femmes? Je suis pas sûre. J'ai pas une documentation claire dans ma tête actuellement, mais probablement oui. Et les couleurs étaient à la base des pigments de couleurs naturelles, comme l'oxyde de fer, comme par exemple le bleu avec les pigments du lapis lazuli, avec les ocres qu'on trouvait dans la nature à base des fleurs, ocre, etc. Ils pouvaient faire du bleu, du rouge et du jaune, mais pas aussi colorié comme on peut le faire aujourd'hui, et très décoratif et très même créatif. Moi, des fois, je vois des œufs qui sont des œuvres d'art. Oui, c'est vrai. On a peur de les manger. Là, c'est concernant les œufs et les poissons salés. C'est quoi l'histoire? Oui, mais ça c'est absolument égyptien, c'est-à-dire il n'y a pas de doute, et même on a beaucoup de documentation, des images au niveau des bas-reliefs, au niveau des papyrus. Ce sont des poissons salés, voilà, qu'on mange. Pourquoi salés? Parce que ça conservait le poisson, c'est-à-dire ça conservait une année complète. Il y avait une technique de pouvoir saler le poisson et pouvoir le manger comme on veut, commençant par le printemps. Et les Égyptiens n'étaient pas très avides de manger des poissons. Même, c'est pas un peuple qui aimait beaucoup de poissons. Il aimait plus le canard, il aimait plus le volaille, etc. Sauf le poisson sacré, parce que ça s'accorde avec la fête. Permettez-moi d'aller un peu plus loin, si vous permettez, d'aller beaucoup plus profond, vers la résurrection d'Osiris. Qui était Osiris? Je viens de vous dire au commencement, dans mon préambule, qu'Osiris, c'est le fils de la terre, le dieu Geb. Donc, une autre école cosmogonique, celle d'Héliopolis, on a parlé d'une Énéade, et cette Énéade créatrice à la tête Ra, le dieu soleil, Ra qui a voulu, par sa volonté, a voulu que l'humidité et le vent existent. L'humidité et le vent se sont confondus ensemble pour donner le ciel, la belle lutte qui embellit tous les plafonds des tombeaux de la vallée des rois, vallée des nobles, vallée des reines, les temples aussi. On a la déesse Nout qui est très présente sur les plafonds des temples égyptiens. Donc Nout, c'est le ciel par excellence, le dieu Geb, le dieu de la terre. Et c'est notre mythologie égyptienne ancienne, contrairement avec la grecque, considère la terre comme masculine. La terre est masculin, c'est Geb. Et le fils de Geb, il avait 4 fils avec Nout, Isis, Osiris, Seth et Nephthys. Ce qui m'intéresse, c'est Osiris. Osiris fut un homme, Dieu, mais en personne, Dieu et homme, Dieu avec des sentiments d'amour, etc. Et un homme aimé par sa population et qui a compris l'importance de l'agriculture et qui a enseigné les Égyptiens comment cultiver la terre. Donc fut bien aimé par toute la population égyptienne, mais jalousé par son frère Seth. Dans un banquet énorme, il a envoyé ses soldats pour le tuer, ensuite le découper, je ne veux pas rentrer beaucoup dans le détail, puis le couper en 14 morceaux. Puis il y avait la belle Isis, fille aussi du ciel et de la terre, voilà, qui a rassemblé son corps. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de la terre masculine. La terre est masculine. Elle a besoin d'être fécondée par les larmes d'Isis, symboliquement parlant. Et les larmes d'Isis, c'est quoi? C'est le Nil. C'est elle qui a créé le Nil. Donc le Nil qui féconde la terre pour donner la verdure. Et Osiris meurt
coupé en petits échantillons, petits morceaux, voilà, il va avoir la vie par la clé de vie. Donc la vie de nouveau, la résurrection. Je vous parle d'une légende qui date de 20 000 ans avant Jésus-Christ, de beaucoup plus loin. Oui, beaucoup plus loin. Oui, et aussi, tradition orale a fait que, et ça coulait dans leur gène, ça formait une conscience. Cette conscience humaine extraordinaire, égyptienne, qui nous parle de l'amour, qui nous parle de la jalousie, de croire, de la bonté, de la méchanceté, etc. On l'a trouvé, voilà, du crime, et ça coulait après partout dans nos religions. Donc on trouve quand même Osiris, le Christ, on trouve Isis qui allait de son petit, on trouve la Vierge Marie qui allait de son petit Jésus. Donc il y a un parallélisme extraordinaire, un mariage extraordinaire entre la foi qui nous habite. La foi qui nous habite, nous les Égyptiens. Moi je dis comme Bristed, vous savez l'américain Bristed a dit que nous sommes chanceux, nous les Égyptiens, on a quand même la foi qui coule dans nos veines. Je suis d'accord avec lui, je crois qu'on n'a pas beaucoup de mérite parce que depuis des millénaires et des millénaires, on a une foi extraordinaire vers la résurrection, vers cet espoir de vie. Voilà. Très bien. On prend une petite pause et on écoute ensemble une très belle chanson à l'occasion de cette fête. Entendu. Madame Mourad, je rappelle que vous êtes égyptologue. Nous avons hérité beaucoup de choses, de la vie quotidienne même de nos ancêtres, les pharaons. Par exemple, si on va vers le temple d'Abou Simbel, on va trouver qu'il y a une célébration mondiale chaque année, 2 fois par an, pour l'éclairage du visage de Ramsès II, ainsi que le dieu Ptah, etc., c'est-à-dire le fond du temple de Ramsès II à Abou Simbel. Mais il y a d'autres fêtes qu'on a perdues, qu'on a laissé tomber, comme par exemple fêter le Nil. C'était une tradition durant des millénaires, et puis on l'a perdu. Qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi on a perdu ces traditions? Si vous permettez d'expliquer. Entendu. Mais je vais vous expliquer, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais j'ai retenu ce que vous voulez dire. On a beaucoup de témoins de permanence, même dans notre langage arabe. Notre arabe parlé contient énormément d'égyptiens anciens. Vous le savez, c'est noté maintenant, même si vous examinez le Google ou Wikipédia, vous pouvez obtenir exactement les phrases égyptiennes anciennes dans notre langage parlé. Et on ne se rendait pas compte. On s'est rendu compte récemment quand on a souligné le hiéroglyphe, notre civilisation ancienne, etc. Avec aussi, il y avait beaucoup de fêtes qui étaient oubliées. Et comme par exemple la célébration du Nil. On offrait une poupée au Nil, donc avec une célébration extraordinaire, grandiose, tout un défilé de jolies femmes voilà, qui arrivent. Et à une certaine époque... Une femme, une vraie femme. Voilà, à une certaine époque, je ne parle pas de l'Égypte ancienne, mais aux époques contemporaines, au Moyen-Âge, ou à l'époque, par exemple, 15e siècle, 17e siècle, surtout dans les régions lointaines, les gens offraient carrément une belle fille. C'est pour cela que dans la constitution égyptienne ancienne, c'est devenu interdit. Interdit de célébrer de cette façon-là. Et puis, on offrait normalement comme une poupée, comme une statue au Nil, à l'époque des anciens Égyptiens, une statue d'une jolie femme. Et Hapi, le Nil, était sacré dans l'Égypte de l'Antiquité. Tant qu'au fait d'Abou Simbel, c'est une fête divine, c'est une fête royale divine. Donc concernant quand même une certaine classe ecclésiastique, certain niveau sacerdotal, et puis le temple lui-même d'Abou Simbel était tombé dans l'oubli. Entre 4e siècle après le Christ jusqu'au 1811, avec la découverte du Suisse Burckhardt, quand il a parcouru cette région-là, il a demandé au maire d'Abou Simbel de lui fournir 300 ouvriers pour, à la trouvaille du trésor d'Osiris, croyait-il, et il a trouvé la façade d'Abou Simbel qui sortait. Donc Abou Simbel, c'est récent.
C'est uniquement au 19e siècle qui est apparu. Donc tout ce qui concernait la connaissance des documentations d'Abou Simbel, c'est en parallèle avec la connaissance des hiéroglyphes, avec Champollion. Donc je vous parle 1811, 1820, voyons. Donc l'apparition du soleil avec l'équinoxe de l'été, avec cette célébration des visages, des divinités dans le temple, ça concernait quand même une certaine élite, pas le peuple. Évidemment, le peuple était impressionné. Jusqu'aujourd'hui, mathématiquement parlant, nous sommes tous impressionnés. Le monde. Oui. Donc l'Égypte actuelle en profite pour faire diffuser l'idée de nouveau, l'idée de cette connaissance mathématique, architecturale du temple d'Abou Simbel. Mais ce n'est pas une fête populaire, on ne peut pas la comparer avec une fête où on s'amuse, il y a la joie, on mange, on partage les fleurs, etc. Ça n'a rien à voir. D'accord, on regarde encore une fois une nouvelle chanson de Maître Hatsor. Ah, ok. Actuellement, nous avons par exemple Pâques des chrétiens. Il y a les chrétiens orthodoxes en Égypte qui se dirigent vers les églises et puis ils déjeunent après 55 jours de jeûne. Et puis, voilà, tout le monde, Cham el-Nessim, on est dans les rues pour célébrer Cham el-Nessim, etc. Ça, c'est les traditions, ce qui se passe entre Égyptiens, soit musulmans, soit chrétiens, soit n'importe quelle religion. À l'époque des pharaons, comment on célébrait la journée? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on faisait? À l'époque des anciens Égyptiens, tout d'abord, ils étaient dans leur village. Ils se réveillaient très tôt le matin parce que c'était très important. Tout d'abord, les Égyptiens se réveillaient très tôt. Ils étaient des agricoles, donc c'était dans leur automatisme. Ils s'offraient le lotus entre voisins, entre familles. L'homme, le mari offrait son bouquet de lotus aussi à sa femme, etc. Et puis, il commençait de préparer le repas pour sortir. Je vais employer notre mot actuel, le pique-nique, pique-niquer. Oui. Donc sortir à l'extérieur, au bord du Nil, pour déjeuner. Donc oui. Déjeuner les œufs, avec la laitue, avec le poisson salé, etc. Quelques-uns préféraient la volaille, donc ils mangeaient de la volaille, etc. Mais au coucher de soleil à Ashraf, ils allaient vers les nécropoles. Donc les habitants d'Héliopolis, par exemple, se trouvaient aux pyramides. Donc vers les nécropoles, parce qu'ils veulent dire aussi on vous a pas oublié aux morts, parce que la vie entre la vie et les morts était beaucoup plus collée que la nôtre. Oui. Nous, on se sépare vite fait avec nos morts. Eux, non, il y avait toujours une relation quotidienne avec leurs morts. Que ce soit par psalmodie, les hymnes, que ce soit par les visites, que ce soit par faire les offrandes. Vous savez, leurs galettes de pain, ça ressemble énormément aux galettes qu'on fait actuellement, mais ils étaient relevés au soleil, ce qu'on appelle Aish Shamsi. Et encore, on le mange à la Haute-Égypte. Oui, c'est très bon, et puis c'est connu à la Haute-Égypte. Et la forme de la galette, on la produit. Voilà, ils arrivent avec leurs galettes de pain, avec leur malana, etc. pour continuer la célébration, mais devant les nécropoles. Être devant les pyramides quand même au coucher de soleil, c'est quelque chose que nos ancêtres avaient bénéficié à l'époque. C'est que les pyramides ou bien toutes les nécropoles? Toutes les nécropoles. Permettez-moi, Ashraf, aussi à souligner qu'actuellement, cette année-ci, 55 jours de fête ont tombé avec le mois de Ramadan, où les musulmans jeûnent aussi. Donc il y a les deux cercles qui se sont reliés entre les jeûnes, et puis la célébration de Pâques, puis la célébration de Cham el-Nessim, et puis dans 10 jours on va célébrer aussi la petite fête du Bayram. Donc vous savez que l'Égypte est tout le temps en mois de fête ou en journée de célébration. C'est hérité toujours. Il y a beaucoup de choses héritées, parce que depuis l'Égypte des Antiquités, on a connu plus que 200 jours de fête.
entre les fêtes Opet, entre le temple de Karnak et Luxor, les fêtes du printemps, les fêtes d'été, les fêtes de l'inondation, les fêtes de la récolte. Donc la plupart des fêtes avaient une profondeur agricole, un fond agricole. Mais est-ce que les fêtes étaient liées avec les vacances? Parce que sinon... Quelles vacances scolaires? Non, les vacances en général des gens, parce qu'ils n'allaient pas au travail, puisque... Les gens travaillaient tous les jours. Tous les jours avec les fêtes. Avec les même fêtes, oui. Durant les jours des fêtes. Oui, parce qu'ils n'avaient pas la même conception que nous. Ils avaient à la fin d'une décade, le mois est partagé en 3 décades. À la fin d'une décade, ils prenaient une journée de fête. Sinon, ils travaillaient le matin et toute la soirée, ils étaient ensemble. Ah d'accord, c'est pas la même mentalité. Oui, qu'on avait aujourd'hui. C'est-à-dire arrêter totalement le travail, ça n'a jamais existé. La civilisation égyptienne ancienne est une civilisation de labeur, est une civilisation de travail. Jamais vous allez trouver sur un bas-relief un Égyptien avec une coupe de vin en main, étalé sur son lit, comme un Romain par exemple, et fêter une fête avec une grappe de raisin. Jamais. Toujours en labeur, toujours en travail. La fête, c'est écrit. C'est écrit que ce sont des jours de fête en célébration avec le ciel, en célébration analogiquement avec le panthéon égyptien. Parce que l'Égyptien se trouvait un minuscule de Dieu, un minuscule du panthéon égyptien. D'accord. Très bien. On se retrouve juste après une petite pause. Voilà le beau Nil avec les belles antiquités égyptiennes. Ma dernière question qui me tente depuis le début de l'émission, c'est que pour quelle raison c'était des poissons salés? Alors, et jusqu'à présent, pourquoi les poissons salés? Entendu. Le poisson salé a une connotation d'immortalité, parce que vous savez que la momification a commencé très tôt aussi dans l'Égypte de l'Antiquité. Même principe, le corps doit rester, le corps doit résister. Donc on a créé la momification avec une technique extraordinaire. Jusqu'à maintenant, c'est un défi quand même de connaissance. Donc les Égyptiens employaient quoi dans leur momification de fondamentale? C'est le nitrate, c'est un sel. Donc quelque part, ils vont saler le corps, vont assécher le corps. Vous voyez? Donc le poisson, en parallèle, il est asséché. Il est asséché parce que c'est une notion d'immortalité, on est immortel. N'oubliez pas que l'Égypte, c'est le pays de l'immortalité par excellence. La civilisation égyptienne, c'est une des rares civilisations qui a cru à la vie et la mort en parallèle. La mort n'existe pas, tout d'abord. Donc, on est la mort, c'est une nouvelle vie. Oui, c'est-à-dire vous parcourez, comme il y a un passage vers un rideau, le rideau s'ouvre et hop, vous allez vers un couloir. Et d'ailleurs, c'est imagé dans leur tombeau, le couloir descendant, le couloir ascendant. Il y a un couloir qui ramène votre âme ou votre bas ou votre cas vers le monde céleste. Donc vous allez ascender, vous allez remonter avec votre côté immortel. Donc le poisson, c'est le symbole de l'immortalité par excellence. Et le printemps, c'est le symbole du repère. Le scarabée encore, un autre symbole de renouvellement. Donc tous les jours, il y a un Noël, un nouveau Noël, une nouvelle vie. Donc c'est ça en fait le printemps. Bref, l'Égypte c'est égal, ou bien la civilisation égyptienne égale l'immortalité, parce que l'Égypte reste vivante. Exact. Tout le temps avec sa civilisation. C'est l'espoir, c'est l'amour, avec ses fleurs, ses fêtes. Je vous remercie beaucoup, Madame Mourad, vous êtes égyptologue. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations très intéressantes sur non seulement la fête du printemps au Cham el-Nessim, mais sur l'égyptologie, l'histoire égyptienne. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne fête à tout le monde. Et je suis enchantée, je suis honorée d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission de Direct.